Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. Depuis le début janvier, l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont rapidement progressé pour se retrouver nez à nez autour de Goma. Goma, ville assiégée depuis dimanche, les appels au retrait se multiplient. L'ONU a appelé dernièrement, pas plus tard qu'hier, donc le M23 à se retirer du Nord Kivu et de la RDC. Et plutôt la RDC, elle parle carrément d'une déclaration de guerre. Retour sur cette évolution sur le terrain. Alors, pour en parler aujourd'hui et développer quelques aspects, surtout qui peut-être restent dans la zone d'ombre, nous avons avec nous donc Sami Qaidi. Vous êtes journaliste au quotidien Al Moudjahid. Sami, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour votre invitation. Tout de suite, les développements. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors, Sami Qaidi, il se passe des choses en République démocratique du Congo, alors qu'on pensait qu'on allait peut-être aboutir à un accord de paix entre les deux parties, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Soubresaut donc de dernière minute, pas plus tard qu'hier, on apprend que par des sources médiatiques diverses, que finalement la ville de Goma est assiégée. Elle est assiégée parce que tout simplement le groupe ou les troupes du M23, les groupes armés, sont arrivés à Goma et ont encercler la ville. De la même façon que les troupes congolaises sont également arrivées à Goma. Alors, bien sûr, cette ville très stratégique, très importante de l'Est de la République démocratique du Congo est entre les mains du M23, comme ils le disent finalement eux-mêmes. Alors finalement, qu'est-ce que cela implique ? La ville de Goma est plus que stratégique, je dirais même qu'elle est capitale sans jeu de mots, dans la mesure où elle est la capitale régionale de cette province du Nord Kivu, une province de l'Est de la République démocratique du Congo. Qui ne connaît jamais de répit. Voilà, qui ne connaît jamais de répit, parce qu'elle se trouve aussi dans cette fameuse région des Grands Lacs, une région extrêmement stratégique et connue pour ses richesses naturelles. Donc le Nord Kivu est également aussi une région convoitée, une région frontalière et qui est de l'Est de la République démocratique du Congo et qui a des enjeux dans la mesure où elle connaît des soubresauts depuis 2004 au final. Et effectivement, d'après certaines sources médiatiques, la ville de Goma serait même tombée entre les mains de la rébellion du M23. Donc, pour un peu contextualiser, il y a eu plusieurs phases de rébellion et la création de ce mouvement rebelle remonte à 2012, où il y a eu une première phase de rébellion entre 2012 et 2013. Première phase qui s'est soldée par un cessez-le-feu qui a été chèrement acquis à Nairobi au Kenya. Donc on parle de processus de Nairobi pour cela. Parce qu'il y a eu une médiation kenyane. Il y a eu une médiation kenyane, et une médiation qui prévoyait également donc une démobilisation, pas d'amnistie, mais une démobilisation et une réintégration partielle dans les forces régulières des rebelles. Après le cessez-le-feu de décembre 2013, il y a eu somme toute une accalmie jusqu'à 2021 et à la fin de l'année 2021, les hostilités ont repris. De plus belle. Voilà, et ils ont connu
un virage assez conséquent en 2022 et plus précisément en mars 2022 où effectivement la situation, c'est le moins que l'on puisse dire, a un peu dérapé. En 2024, il y a eu quand même des attaques, mais la situation... Périodique. Voilà, exactement, c'était assez entre une avancée et un retrait. Tout à fait. Mais là, ça devient vraiment dangereux. Et le souci, c'est qu'il y a eu quand même un autre cessez-le-feu et un autre processus, celui de Luanda en Angola, qui était plus inclusif aussi, si je puis dire. Il est récent, en fait. Et il est très récent parce qu'il remonte à l'année 2024, donc il y a quelques mois. Voilà. Et malheureusement, donc la situation n'a pu être réglée parce que les hostilités ont finalement repris De plus belle et se sont accentuées. Et il faut rappeler que donc, cette rébellion du mouvement du M23, donc le mouvement de mars 23 en fait, finalement, oui, c'est ça. C'est un diminutif. La référence. La référence. Eh bien, ce mouvement de rébellion a bénéficié aussi d'un soutien du Rwanda qui aurait fait participer entre 3000 et 4000 soldats de l'armée, des forces armées de défense rwandaises, voilà, qui participent aussi à ce conflit. Au final, il faut rappeler aussi la situation sur le terrain et plus particulièrement la situation aussi humanitaire, qui est quand même assez catastrophique et désastreuse parce que plus de 400 000 citoyens ont quitté leur foyer et ont fui les combats dans la précipitation depuis janvier 2025, c'est-à-dire depuis les 3 premières semaines de la nouvelle année. C'est un véritable mouvement d'exode, il faut le dire, Exactement. parce que c'est énorme que des populations qui, dont le nombre arrive à 400 000, quittent carrément cette région. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose d'étrange aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, qui a connu souvent et périodiquement ce mouvement d'exode ou de déplacement de la population qui fuyait les combats, et surtout dans cette région du Nord Kivu, qui est connue pour être justement un foyer de tension, qui a toujours été un foyer d'affrontement entre des forces rebelles et des forces régulières. Il faut rappeler qu'il y a aussi un antagonisme ethnique aussi, dans la mesure où il y a, si on prend la totalité de la population du Nord Kivu, il y a quand même 3 ou 4 ethnies majoritaires, et donc finalement ces derniers peuvent être aussi instrumentalisés à des fins aussi de contrôle des ressources aussi, de la région. Tout à fait. En fait, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait des ethnies, parce que de toute façon, toute l'Afrique est bâtie sur ce modèle. C'est surtout comment instrumentaliser cette main étrangère qui instrumentalise. Donc, c'est un petit peu cet aspect précolonial. Tout à fait. Et on reste dans cette fameuse optique de l'ordos ab chaos, qui veut dire que l'on crée un nouvel ordre par le chaos. Et c'est en l'occurrence ce que raffolent des puissances étrangères pour mieux contrôler. C'est le diviser pour mieux régner. Voilà, c'est le mode d'opération. Donc finalement, on a fait un petit topo sur ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation est grave. C'est-à-dire que il faut préciser que le Conseil de sécurité devait tenir hier sa séance pour aujourd'hui, qui était prévue le lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment même où on parle. Qui a été, carrément décalé avancé, à hier. Voilà, ça a été avancé parce que la situation est réellement grave. Elle est jugée quand même grave. Il y a Antonio Guterres qui vient d'appeler donc le M23 à se retirer de Goma. Il y a la représentante de la République démocratique du Congo, donc la RDC, qui elle parle carrément de déclaration de guerre lorsque le M23 dit que nous contrôlons Goma, c'est-à-dire que finalement nous sommes réellement dans une dynamique de guerre. C'est ça, finalement, Samir Kaidi. La dynamique de guerre est clairement là, et quand on voit aussi les chefs d'État aussi du Rwanda et de la République démocratique du Congo qui s'échangent entre guillemets aussi peu d'amabilité, si je puis dire, et cela démontre des clashs diplomatiques, et on observe un certain crescendo, une recrudescence dans le verbe et dans la dureté aussi des propos. Donc effectivement, la situation de guerre, elle est là, il y a une polarisation qui s'accentue, et il faut aussi rappeler dans ce
ce sillage, la force des Nations Unies, la MONUSCO, donc la mission onusienne pour la stabilisation du Congo, donc du Congo-Kinshasa, qui n'a pas un mandat défensif, mais qui a un mandat offensif. Et d'ailleurs, elle est accusée aussi par certaines parties, en l'occurrence le Rwanda, de prendre parti et de ne pas être si neutre que ça. J'allais dire justement, Samy, au fait, quelque part, dans ce conflit, dans ce qui se passe, lorsqu'on parle de l'ingérence du Rwanda, parce que c'est ce qu'on reproche au Rwanda, c'est ce que la RDC, c'est ce que par exemple l'Union européenne, c'est ce que l'ONU reproche au Rwanda. On demande au Rwanda de d'abord cesser son soutien au M23 et de retirer, de demander au M23 de se retirer des territoires congolais. Le problème, c'est que le Rwanda explique qu'elle n'y est pour rien dans ce qui se passe, dans le sens où si le M23 dit que il va contrôler Goma, ce n'est pas le fait de contrôler une région qui va rajouter quelque chose au Rwanda. C'est ce que disait le représentant à l'ONU. Mais c'est aussi la MONUSCO qui est mise en cause, parce qu'on dit que la MONUSCO, son rôle, il est resté comme douteux, parce qu'on reprocherait à la MONUSCO de soutenir les forces congolaises dans leur combat. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas le rôle d'une force de l'ONU qui est censée préserver la paix. Exactement. Donc là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on observe que plusieurs partis dénoncent un certain parti pris, une certaine prise de position de cette force onusienne dans ce conflit. Et effectivement, ce n'est pas son rôle. Et si on revient même à l'essence de cette mission onusienne, on voit qu'il y a déjà un mandat particulier. Comme j'ai pu le rappeler il y a quelques minutes, ce n'est pas un mandat défensif, mais offensif. Et là, à partir de là, finalement, la boîte de Pandore est ouverte et plusieurs partis, il n'y a pas que le Rwanda au final, qui critiquent aussi cette présumée ce rôle présumé de cette mission onusienne. Et se greffent à cela aussi d'autres puissances régionales ou internationales. Bien sûr, maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, tout le monde peut s'infiltrer, je veux dire. Voilà, et à ce propos, il y a un papier qui date il y a quelques années de notre quotidien El Khabar, donc du journal El Khabar, qui parle du rôle d'un ressortissant de l'entité sioniste, donc un milliardaire, Dan Gertler. Il est très sioniste. Oui, bien sûr. Il est de l'entité sioniste et très voilà, sioniste. exactement. Donc en fait, en plus d'être un ressortissant de l'entité sioniste, c'est un défenseur des thèses génocidaires en Palestine occupée et un soutien des tortionnaires à la tête de ce régime tyrannique sioniste. Et effectivement, ce papier c'est un archi-milliardaire, il ne faut pas le c'est un archi-milliardaire et il a construit son empire financier sur l'exploitation et la rapine des richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que ce Dan Gertler était sous sanction américaine en 2017 et que son empire dépasserait les 3 milliards de dollars juste avec l'exploitation du coltan, du cobalt, mais aussi des mines d'or et de diamants parce que initialement il est issu d'une famille de diamantaires qui a d'ailleurs construit, entre guillemets, sa richesse et sa réputation sur l'exploitation de diamants. Voilà, sur ce minerai particulier. Vous faites très bien de le dire, Samy Khadi, justement, par rapport à cette présence. Certains vont nous dire, mais pourquoi vous parlez de cette personne alors que qu'est-ce que ça a à voir avec le conflit entre le Rwanda et la RDC? Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, en même temps, est un proche de l'ancien président de la République démocratique du Congo, donc Joseph Kabila, et d'après plusieurs sources congolaises, il aurait aussi l'exploitation totale des richesses de ce pays, l'un des plus riches au monde. De cette région, et même de cette région plus précisément, mais aussi du reste du pays. Il y a plusieurs aussi mines dans d'autres régions dont on n'en parle pas de la République démocratique du Congo. Et ces sources congolaises soulignent le fait que par une politique de corruption et de pot de vin, il aurait obtenu aussi ses faveurs des anciennes autorités de la République démocratique du Congo. C'est aussi facile pour lui de toute façon, puisqu'il a l'argent, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir se payer. Et qui dit l'argent dit l'influence. D'ailleurs, on se pose la question, dans ce sens, comment se fait-il qu'un riche ou un milliardaire de cette taille, de cette envergure, puisse un petit peu s'émouvoir dans toute la tranquillité dans une région qui est en proie
proie à des affrontements quasi quotidiens. Je veux dire, c'est tous les jours, tous les mois, tous les ans, ça ne s'arrête jamais dans cette région. On se pose quand même la question, comment peut-il s'émouvoir dans une région très dangereuse et dont les instances internationales demandent à leurs ressortissants de quitter cette région alors que lui, il vit en paix. C'est qu'il y a quelque chose qui est dissonant dans toute cette affaire. Au final, sans doute... On ne peut pas s'empêcher de faire des liens. Oui, et sans doute, il pourrait bénéficier d'un soutien passif ou même actif de plusieurs acteurs sur place, les financer même. Parce qu'au final, quand on parle de main étrangère, elle se matérialise sous nos yeux. Cette main a un nom, un prénom. Et voilà, un endroit où habite. Un endroit où il habite, etc. Oui. Donc, en l'occurrence, c'est assez intéressant de... Beaucoup disent qu'il serait impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, car l'instabilité lui serait réellement profitable. Écoutez, pour sa prospérité. C'est vieux comme le monde. Ma chère consoeur, diviser pour mieux régner est finalement quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. On n'invente pas le fait la coupe et le pain. Exactement. Et effectivement, je pense que c'est malheureusement dans les conflits, dans les guerres, dans le chaos que prospèrent finalement ces capitalistes dans une certaine mesure et ces hommes qui sont prêts à tout pour se faire de l'argent et pour contrôler, pour dominer. Et surtout pour laisser ces régions très riches toujours en proie à l'instabilité. À l'instabilité, voilà. Parce que finalement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le malheur des autres. Et Dan Gertler est connu aussi pour des positions assez choquantes, pour un racisme aussi assez clair et manifeste. D'ailleurs, ces sources-là rapportent aussi des propos qu'il aurait tenus et ça nous m'étonne guère, finalement, quand on... Et ça ne le dérange pas de toute façon, il sait qu'il ne sera pas inquiété. Le problème, c'est que dans toute cette affaire, pour expliquer ce qui se passe dans la région, c'est qu'aujourd'hui, justement, ces autorités congolaises seraient peut-être taxées ou pointées du doigt parce qu'elles sont un petit peu permissives vis-à-vis de leur territoire. Comment peuvent-ils dénoncer, d'une part, par exemple, l'ingérence du Rwanda, ce qui est tout à fait légitime, et de l'autre côté, laisser, par exemple, des multinationales ou un homme qui représenterait donc l'exploitation dans toute son essence, profiter de cette région. Malheureusement, je pense que c'est par le biais aussi de la corruption et de l'extrême pauvreté qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu est en l'occurrence une des régions les plus pauvres aussi de la RDC. Oui. Et je pense que cela facilite et encourage et renforce finalement cette permissivité et tous les prédateurs. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs aussi rapports parlent de démotivation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, de démission, finalement aussi de pré-bande aussi c'est-à-dire un système un peu de raquette des populations sur place, et cela qui est très courant et régulier. Donc cela prouve davantage qu'il y a finalement un effondrement aussi dans le rouage, dans le système de protection armée de la population. Et les images parlent d'elles-mêmes. Quand on voit ces milliers de citoyens livrés à eux-mêmes, des fois avec un baluchon, c'est tout ce qui leur reste, et quitter dans la précipitation leur foyer pour un lendemain. Ça nous rappelle un petit peu les images qu'on a vues sur les médias et sur les télévisions de toutes les chaînes pratiquement. Ça nous rappelle un petit peu les images des années 96, 90, 96, lorsque les populations quittaient justement par fuite de violence et qu'ils tombaient sur des troupes armées encore plus violentes qui les raquetaient et qui les tuaient et qui faisaient des massacres. Mais on va revenir vers ça, Samir Khaidir, garder l'idée, juste après le jingle. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM.
Alors moi, ce qui m'a un petit peu interpellée dans cette histoire, c'est que quand même, on était à 2 doigts d'obtenir un accord Luanda. La médiation allait très bien, hein, je veux dire, jusqu'à pas plus tard qu'hier, pas plus tard que la semaine dernière. Tout semblait aller dans le bon sens, qu'il y avait quand même des prémices qui disaient que peut-être on allait trouver un consensus entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sauf que le M23 l'a dit clairement, je ne me sens pas concerné par ces accords. Oui, alors que, comme on a pu l'évoquer, la médiation de Luanda était une médiation inclusive, assez ambitieuse et aussi plusieurs éléments concrets permettaient de pencher vers l'optimisme, mais malheureusement, il y a eu un échec dans le fait qu'il y a eu la reprise des combats et son accentuation. Et des fois aussi, cette reprise des combats peut se justifier par une volonté de peser plus fort pour d'éventuels futurs... voilà, pour faire pression sur les négociations. Sur les négociations. Donc, c'est une tactique vieille comme le monde. Voilà, tout à fait. Donc, ce n'est pas à exclure aussi que la fin du processus de Luanda, enfin fin entre guillemets, et que les combats qui s'accentuent ne pourraient être aussi que finalement un moyen de pression supplémentaire pour peser plus dans d'éventuels futurs accords. Dirige le dialogue. C'est-à-dire que finalement, la porte reste ouverte, si je comprends bien, Samira Aïdé, que ce n'est pas figé. Fini. Ce n'est pas figé et ce n'est pas fini et que tout peut arriver. D'autant plus que la communauté internationale s'est mobilisée. Justement, j'allais parler de l'Union l'appel africaine, de l'UA. Voilà, l'appel de l'UA qui appelle à la désescalade et au retrait des troupes du M23 et à la fin totale des deux parties. Des deux parties. Voilà, le retrait des deux parties. Exactement. C'est-à-dire revenir sur un petit peu les positions d'il y a un mois. Voilà. Le problème, c'est que là, c'est clairement... statu quo hanté. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a... le problème, c'est qu'il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, et puis Guterres, c'est-à-dire l'ONU, on peut dire, puisqu'il parle au nom de l'ONU. Donc, il y a ces instances qui ont appelé le M23 à se retirer, le Rwanda à cesser son soutien. Donc, on voit qu'il y a des dénonciations dans un sens unilatéral, c'est-à-dire du côté du Rwanda. Le Rwanda serait-elle le seul réellement parti impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda. C'est-à-dire que si on considère que, on va un petit peu faire, si vous voulez, dans des perspectives, si le M23 accepte de se retirer, qu'il accepte donc d'obtempérer conformément aux clauses de la médiation et des accords qui vont peut-être suivre, on reste optimiste, n'est-ce pas, on l'a dit. Est-ce que vous pensez que cela va mettre un terme à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo ? Voyez-vous, est-ce que ce n'est qu'un répit ? Voyez-vous, vous touchez du doigt un problème assez important. C'est vrai qu'en étant observateur de la scène internationale, on constate qu'il y a quand même un parti pris assez insupportable aussi sur le Rwanda qui, je pense, dérange aussi par une certaine politique souverainiste aussi. Le Rwanda est un des premiers pays aussi dans cette région des Grands Lacs à avoir pris rapidement des mesures souverainistes, à avoir... Après avoir ce qu'il a traversé. Hein. Exactement, parce qu'il a traversé, je veux dire... il a été victime de cette politique de diviser pour régner. D'un véritable génocide fratricide entre les frères rwandais, exactement, les Hutus et les Tutsis, qui sont quand même initialement des frères, des Rwandais, tout à fait. Donc le Rwanda a pris finalement un virage rapidement souverainiste et jaloux finalement de son indépendance, de son intégrité territoriale et de sa politique, parce qu'il a une politique aussi ambitieuse. On a pu voir que c'est un pays qui a décidé rapidement aussi de changer de langue en quelques années, de rejoindre finalement le monde anglophone. C'est une politique souveraine et qui est assez intéressante. Et je pense que par cette politique-là, le Rwanda dérange certaines parties aussi. Donc effectivement, nous, on peut appeler à la désescalade des deux parties et au dialogue. D'ailleurs, c'est la position de l'Algérie l'Algérie qui prône toujours le dialogue. Rester toujours à équidistance. À équidistance et qui prône un dialogue inclusif entre Africains, loin de toute forme d'ingérence étrangère. Oui. Parce que plus que le facteur ingérence étrangère ne peut que mettre de l'huile sur le feu. Et on l'a vu par le passé, on l'a vu en Libye. En Libye et dans d'autres... Au Rwanda même. Et dans d'autres parties du monde, pas qu'en Afrique, en l'occurrence. Justement,
finalement, puisque vous parlez des problèmes africains et des solutions africaines, finalement, ce leitmotiv aux problèmes africains, les solutions africaines, je crois qu'il n'a jamais été aussi réel qu'en ce moment, puisque de toute façon, on a vu que chaque fois qu'il y a un foyer de tension en Afrique ou des abcès ou même des conflits, qu'il y a recrudescence, si le problème était laissé juste aux Africains, il aurait pu trouver une issue ou une solution. Là, le problème, c'est qu'il échappe à chaque fois quand il y a des ingérences étrangères ou quand il y a des influences exogènes. Tout à fait. Parce que, la première chose, c'est que l'étranger ne peut que... La première des choses, c'est que l'étranger ne connaît même pas la situation sur place. Il n'y a personne qui peut mieux connaître que la personne qui habite sur place. Et finalement, je vous donne un exemple pour parler un peu trivialement. Les Africains ne se mêlent pas des affaires, européennes ou asiatiques, etc. Donc, de facto, ça devrait être la même chose. Et c'est vrai que l'Afrique aux Africains, c'est un concept qui doit être constant, qui doit être total sur le terrain, parce que finalement, il n'y a pas... Et fonctionnel surtout, parce qu'il manque de fonctionnalité. Parce qu'il n'y a personne qui ne pourrait mieux défendre les intérêts que de soi-même, finalement. Et l'Afrique a besoin, finalement, d'un règlement inclusif et de fermer la porte à ces ingérences qui sont insupportables et qui ont détruit de nombreuses nations et qui sont même la raison du non-règlement de plusieurs conflits. Vous avez cité la Libye auparavant, et on voit aujourd'hui que ce pays frère, ce pays qui est vraiment cher à nos cœurs en tant qu'Algériens, parce que c'est un des pays qui a aussi soutenu notre glorieuse révolution, celle du 1er novembre 1954, subit aujourd'hui malheureusement des foyers, le statu quo, ou par moment des foyers de tension qui émergent par-ci, par-là, et qui sont malheureusement soutenus par certaines puissances étrangères qui n'ont pas intérêt à ce que le peuple libyen sorte la tête haute et bénéficie de leurs richesses souverainement. Oui, en fait, c'est ça. Il reste toujours sur le qui-vive, c'est-à-dire que la moindre étincelle pourrait déclencher finalement un incendie. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Congo. Le problème, c'est que finalement, Samir Khedri, on se pose la question. Oui, allez-y, vous voulez me dire quelque chose? Au Congo, en Libye, au Soudan aussi. Voilà, on voit au Soudan, bien, tout à fait. C'est-à-dire que c'est carrément des abcès, donc il est facile de manipuler. Voilà, au Sahel aussi. Oui, tout à fait, surtout en particulier. Donc finalement, ces exemples sont nombreux. On pourrait en parler jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Je veux dire, c'est pas ça vraiment qui manque. Le problème, c'est que quand on fait une analyse, on voit qu'il y a toujours des questions d'ingérence. On n'a pas besoin de le dire. C'est pas qu'on veuille être complotiste, mais c'est la réelle politique qui le démontre. Le problème, c'est qu'on se pose la question, est-ce que vraiment ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce que cette tension entre les deux pays n'est pas finalement une guerre ? Même si la représentante dit qu'il s'agit d'une guerre, parce qu'on dit que c'est la prise de Goma, et on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire Goma pour la République démocratique du Congo. Mais est-ce que tout ça n'est pas finalement une guerre, mais économique ? Oui, clairement. Parce que derrière tout ça, bien sûr, finalement, c'est l'argent. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, le Nord Kivu est une région extrêmement riche en minerais, en diamants, en cobalt, en coltan. Coltan qui est quand même un des composants de plusieurs nouvelles technologies comme les téléphones portables. Essentiel et fondamental. Donc effectivement, toute guerre a un versant économique. Il faut rappeler aussi la fameuse citation du philosophe politique Hobbes qui avait dit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a l'odeur, en l'occurrence des richesses et de l'argent, la prédation, donc il est le premier à courir. Donc vous avez aussi parlé des ingérences étrangères. Malheureusement, on a banalisé ça en parlant de ça de façon assez simple, alors qu'en réalité, l'ingérence est une violation du droit international, une violation de la Charte des Nations Unies et devrait être condamnée notamment par cette organisation internationale des Nations Unies. C'est pas quelque chose. Faut-il que le pays le dénonce, je veux dire. Maintenant, si donc, cela se fait avec amabilité. Non, mais je parle de ça pour rappeler la gravité de l'ingérence. Ce n'est pas un fait fortuit, c'est une violation de ce code qui nous lie tous, qui est le droit international et qui, voyez-vous, par exemple, en venant
dans les locaux d'Ifriqiya FM, vous avez pris votre voiture, vous avez conduit, il y a un code de la route. Si, sans code de la route, vous n'arriverez pas, pas pu arriver sain et sauf. On a oublié, voilà, bon. sain et sauf. Il y a des rappels à l'ordre. Voilà, sain et sauf ici. Ben, le droit international, c'est la même chose. C'est ce code qui régit les relations entre les nations. Et si on ne respecte pas cette loi, cette règle, finalement ce code, eh bien, malheureusement, tous les dérapages sont possibles. Mais on en est en plein dedans, parce que de toute façon, il y a des fois le sentiment, surtout depuis la guerre à Gaza, depuis la guerre en Ukraine, que ce code n'est finalement valable que pour les faibles, voilà. Et ceux qui n'utilisent pas la force. Mais ceux qui sont forts, ils n'obéissent à aucun code. Non, c'est ça. Où le bas blesse, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a constaté que finalement, le droit international a été piétiné plus que jamais et que finalement, c'est la loi de la jungle qui s'impose en piétinant finalement le faible, en lui marchant dessus. Et malheureusement, c'est cette politique des deux poids, deux mesures du puissant qui impose son diktat. Et ça, malheureusement, ce n'est plus... en fait, finalement, on quitte tous les idéaux qui ont finalement consolidé un petit peu le début du XXe siècle et le XXIe siècle, d'un autre monde, loin des conflits, du multilatéralisme. Nous allons régler de façon civilisée les conflits, etc. Et malheureusement, on a pu voir que les puissances du Nord, c'est-à-dire ces pays, sont les premières à violer des principes qu'ils faisaient finalement semblant de défendre. Oui, comme ils ont même mis des lignes rouges que finalement ils ont été les premiers à transgresser. Finalement, pour conclure, Samir Haïdi, alors prise de Goma aujourd'hui, quelles conséquences pour la région? Est-ce que vous pensez que cette prise de Goma aurait des répercussions lourdes, ou est-ce que vous pensez, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est juste une carte pour faire pression sur les négociations, si encore négociation il y a? Moi, je dirais que la situation est grave, et plus que jamais grave, qu'incontestablement, la prise de Goma constitue une fuite en avant, mais que la porte des négociations reste tout de même ouverte, car ça pourrait être une carte de pression pour les futures négociations. Donc on met quand même les deux possibilités sur la table. C'est le 8 mai. Voilà, très bien. Merci beaucoup Sami Haïdi, vous avez été avec nous, vous avez répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel. Et on remercie notre réalisatrice Aïcha Hammer.